Nous recevons pour vous aujourd'hui Doumim Naba Kouti de Wargaï. Il est le secrétaire technique à l'éducation en situation d'urgence. Bonjour à vous Naba. Bonjour, madame. Je rappelle qu'à l'état civil et puis administrativement, je peux me le permettre, c'est monsieur Paulin Zambré. Voilà. Il est chef traditionnel et puis bien sûr donc le secrétaire technique à l'éducation en situation d'urgence. Merci à vous d'être sur ce plateau pour Merci. répondre à nos questions. Et la première question serait de connaître mieux donc le secrétariat technique. Alors Naba, quel est l'historique de la création de... D'abord, merci pour l'accueil à Savane Média. C'est un honneur pour nous de savoir une institution particulière de l'État qui est l'éducation en situation d'urgence, le secrétariat technique, qui assure, n'est-ce pas, la continuité éducative. Et pour assurer la continuité éducative dans des situations où nous avons des attaques et des écoles fermées et des enseignants qui ont quitté, n'est-ce pas, leur lieu de travail, voilà, les élèves qui ont dû abandonner leur confort habituel scolaire pour se retrouver dans d'autres zones, alors les autorités ont trouvé utile de créer le secrétariat technique à l'éducation en situation d'urgence pour, n'est-ce pas, assurer justement la situation d'urgence SN-ESU couvre la période de 2019 à 2024. Et précisément, le secrétariat technique à l'éducation en situation d'urgence a été créé par arrêté numéro 158 du 10 avril 2019, tiré, n'est-ce pas, du décret 2019-300 PLN. Et quand on prend ce secrétariat, ses principales missions et ses principaux objectifs seraient quoi? Oui, le secrétariat technique à l'éducation en situation d'urgence est un organe de coordination. Il sert donc à piloter d'urgence et les attributions essentielles de la stratégie nationale dans un premier temps, mais il y a aussi les interventions des humanitaires et des acteurs, n'est-ce pas, et partenaires qui interviennent dans l'éducation en situation d'urgence. Et il faut contribuer aussi à l'élaboration de nouvelles stratégies parce que la situation est que quand les enfants se déplacent, ils perdent des temps de cours. Donc il faut des stratégies particulières et adaptées au contexte pour, n'est-ce pas, résoudre le problème pédagogique. Donc il faut veiller aussi à la mise en œuvre d'approches pédagogiques nouvelles qui sont adaptées. Autres, on peut pourvoir à tous les besoins de l'éducation dans la situation que le Burkina connaît. Et quand on parle de la notion d'éducation en situation d'urgence, qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette notion? Au niveau de l'hôpital, les gens connaissent ça mieux. Quand on dit que c'est urgence, c'est que vraiment la personne est entre la vie et la mort. Mais dans le système éducatif, justement, il y a urgence parce que quand les enfants sont chassés plus ou moins de leur espace normal et ils sont désemparés. Les parents sont désemparés. Oui. Parlant de stratégie, et dans vos mots introductifs, on a beaucoup entendu parler de stratégie. Alors, quelles sont les différentes stratégies mises en œuvre par votre secrétariat pour permettre la continuité donc, de l'éducation? Oui, en termes de stratégie, il faut dire que le secrétariat technique n'est pas né ex nihilo comme on aime le dire. Et d'abord, ces stratégies d'intervention existent et sont mises en œuvre. Il y a ce qu'on appelle les approches et les innovations pédagogiques. Vous savez, aux réalités, aux besoins du monde du travail et au contexte social qui prévaut dans le pays à un certain moment. Et tout le temps, on essaie, n'est-ce pas, d'améliorer le système éducatif à travers, n'est-ce pas, ces approches pédagogiques intégrées. Il y a l'approche pédagogique par les compétences qu'on appelle APC, API et tout cela. Et il y a la CIPDC, il y a l'approche ELAN, la pédagogie différenciée, le tutorat, la pédagogie de groupe, la pédagogie surtout inclusive, sensible au genre. C'est très important. Il y a la pédagogie flux. En fait, ça veut dire que c'est selon le contexte qu'on essaie, n'est-ce pas, de voir qu'est-ce qui peut permettre aux enfants de trouver toujours la bonne voie pour continuer leur instruction et leur éducation. Vous avez cité assez de stratégies, mais que peut-être certains ne voient pas concrètement. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a, que ce soit en fait les cours donnés à travers les télé et les radios, c'est une des stratégies. L'autre stratégie, est-ce que ça serait donc que l'élève puisse continuer ses cours dans le lieu de déplacement où il est installé? Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, nous savons que
comme je l'ai dit, il y a des situations où l'attaque qu'ont subi les écoles ont amené les enseignants à quitter les lieux. Donc les écoles sont fermées, l'élève est sur place. Elle se place. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc il faut trouver une stratégie qui permette à l'enfant d'auto-apprendre. Et donc justement l'éducation par les nouvelles technologies et de l'information et de la communication, tous ces outils numériques d'auto-apprentissage. On a donc produit, n'est-ce pas, des éléments numériques. Mais on a commencé d'abord par la télévision, qui est comme votre média, qui a servi pendant le Covid, voilà, à aider les enfants qui devaient rester, n'est-ce pas, dans des endroits éloignés du cadre scolaire, à pouvoir trouver, n'est-ce pas, le moyen de continuer à apprendre. Il y a aussi la radio, toutes ses formes. Bien sûr, l'Internet aussi comme étant un moyen d'apprentissage. Donc aujourd'hui, il y a tous ces mécanismes, mais qui ont perdu un grand temps d'apprentissage. Il faut donc des cours de rattrapage pour ces enfants-là. Et pour donner le même contenu et la même formation à tout le monde, il fallait concevoir ce qu'on appelle des curricula adaptés à la situation. Donc les curricula sont adaptés à l'urgence. Et il y a des enfants qui sont arrivés, mais leur âge est un peu dépassé par rapport à leur niveau réel. Il fallait créer donc ce qu'on appelle les passerelles. Donc il y a la stratégie accélérée, n'est-ce pas, pour les passerelles, pour les... Donc toutes ces stratégies-là ont été expérimentées pour pouvoir contribuer à la résolution du problème. Est-ce que toutes ces stratégies fonctionnent partout au Burkina? Oui, on peut dire que ça fonctionne partout au Burkina, bien sûr, avec le contexte, ça va toujours être adapté à l'espace où c'est un peu plus calme. Par exemple à Fada. Voilà, à Fada par exemple. Ou à Dori comme ça. Il faut tenir compte d'abord du milieu. Il faut dire par exemple qu'à Dori, pour ne pas dire dans le Sahel, globalement, où la pluie, cette stratégie a été plus développée. Mais il a aussi fallu recourir à la présence, n'est-ce pas, de personnes volontaires, comme dans la défense même, pour continuer, parce que l'enfant a besoin quand même d'un adulte pour le guider. Voilà. Et pour la mise en œuvre de ces différentes stratégies, vous avez été confronté à quelles difficultés? Oui, il y a des difficultés parce que d'abord, il faut trouver l'espace. Voilà, l'espace, lorsque nous nous rendons compte que nous arrivons dans un nombre des enfants auxquels nous sommes confrontés. Donc, il y a des moments où l'enfant arrive dans un espace où il y a une école, mais scolaire, et avec peut-être qu'un seul enseignant. Donc, du coup, il faut trouver la formule qui convient. On peut donc être amené à scinder la classe en deux et confier à deux enseignants. Avoir deux CP1. Voilà, deux CP1, mais avec une seule classe. Donc, ça va être la formule 212. Ça veut dire deux cohortes, une seule classe avec deux enseignants. Mais il peut arriver qu'on ait l'autre formule qui est que un enseignant et une seule classe. Ça fait la formule 211. En ce moment-là, on a deux corps et on a un enseignant, on a une seule classe. Donc, il faut alterner. Puisque c'est le même enseignant qui donne les mêmes cours à un groupe A. Après, il met ce groupe A, par exemple, en exercice, ou en tout cas, il les occupe à autre chose, et il redonne le même cours au groupe B. Wow, c'est un double travail, ça. Bon, c'est pas un double travail parce qu'à la fin de la journée, c'est le même temps de travail. Voilà, peut-être que c'est la répétition, mais on sait qu'en pédagogie, la formule, l'équipe A là, il s'améliore. Voilà, donc on s'est dit que l'un dans l'autre, ça n'abêtit pas l'enseignant, ça lui permet de réussir davantage et de s'interroger sur les échecs. Alors, vous avez parlé notamment des élèves qui partent souvent, qui n'arrivent pas à trouver de l'espace en fait pour pouvoir s'inscrire. Et qu'en est-il de ceux même qui ont abandonné souvent leurs documents? Parce que ça, c'est une autre réalité. C'est une autre réalité. Et dans les situations, n'est-ce pas, de crise, comme on le dit, même si vous avez vos documents, les intempéries peuvent les endommager. Donc, vous pouvez les perdre d'une manière ou d'une autre. Sans oublier que dans des cas pareils, c'est comme vous gagnez un espace, vous arrivez à accompagner vos parents, l'enfant ne cherche pas à savoir où se trouve son ordre de naissance. Donc, il arrive de l'autre côté, où c'est un peu plus calme, il a droit à l'éducation. Nous répétons que c'est un droit. Et parce que c'est un droit, le parent doit amener l'enfant vers la structure éducative la plus proche. Et une fois que l'enfant arrive là-bas,
comme il est dans l'âge scolaire et que c'est l'obligation scolaire qui tient lieu, le directeur de l'école a l'obligation d'inscrire cet enfant-là. Il faut qu'il amène une fiche scolaire, du suivi scolaire, qui montre qu'il est inscrit dans telle école, il avait tel niveau, voilà son ordre de sang, les références de ses parents et tout. Ça, c'est la situation normale. Mais quand il arrive sans ça, il faut d'abord l'accepter comme un élève et un bénéficiant de ses droits, respecter le droit de l'enfant. Et une fois que cela est fait, ça devient un travail pédagogique. Ça veut dire par une évaluation, voilà, les niveaux. Par exemple, si l'enfant vient dire qu'il fait le CM1, oui, il faut une évaluation. Les connaissances acquises dans cette classe sont une réalité. Et voilà, on peut pouvoir le situer dans son niveau réel. Et ça, c'est l'exercice terrain qui permet de le savoir. Après, quand même, il peut rester à l'école même s'il n'a pas de papier. Il doit rester à l'école. C'est même pas qu'il peut. Il doit rester à l'école et on va l'encourager. Maintenant, une autre stratégie est de pouvoir travailler avec l'administration du territoire et c'est le lieu pour nous de leur dire merci. Question. Et donc, les différents maires et préfets et présidents de délégations spéciales sont au courant de cette situation et facilitent la retranscription des actes. La justice également a été saisie. Et donc, c'est un ensemble de documents administratifs pour permettre à l'enfant de poursuivre sa scolarité. D'accord. Restons sur les écoles fermées pour faire un peu, bientôt 10 ans pratiquement, que le Burkina Faso donc, vit cette crise sécuritaire avec ses conséquences. Aujourd'hui, ou sinon en se référant aux derniers chiffres, combien d'écoles sont fermées au Burkina? Bon, il faut dire qu'actuellement, nous suivons de très près cette situation et la situation veut que mensuellement, chaque mois, l'éducation, le secrétariat technique produit un rapport qui fait l'état des lieux. Et selon le rapport mensuel 2023, donc, on avait 5478 structures éducatives qui étaient fermées. Quand on dit structure éducative, nous préférons le dire ainsi parce que c'est l'ensemble des espaces d'apprentissage scolaire. Et puis si on veut décomposer ça, avec ce nombre-là, on avait 116 au niveau du préscolaire, on avait 4759 au niveau des écoles. Ça, c'est le 30 novembre. Et comme j'ai dit qu'il y a un rapport mensuel, on actualise au 31 décembre 2023, il y avait 5330 structures éducatives, tout ordre confondu donc, qui restent toujours fermées. Mais on constate qu'entre novembre et puis décembre, en novembre, on avait 5478. En décembre, on a 5330, ce qui constitue une baisse de 148 structures. C'est comme si on peut dire que dans le temps là, les fermetures ont diminué et ce qui était fermé, il y a des réouvertures. Oui. Donc on a à peu près 148 établissements ouverts. Là, cela veut dire qu'il y a un effort qui est fait pour la réouverture de ces écoles. Mais ce n'est pas le ministère seulement qui se bat pour la réouverture. Il faut d'abord la sécurité. Et c'est le lieu de dire que la reconquête, l'effort de reconquête du territoire est une réalité à travers le chiffre que je viens de dire. Parce que cela permet une structure qui était fermée là-bas. Et donc, voilà ce qu'on peut dire par rapport aux écoles fermées. Et pour ces écoles fermées, quelles sont en fait les zones les plus touchées par ces fermetures d'écoles? Oui, s'il faut parler des zones les plus touchées, bon, il faut dire que nous avions le Nord. En termes d'EDI, quand nous disons EDI, c'est les élèves. La zone peut ne pas être attaquée militairement, mais la zone, je vais dire pas les terroristes, mais la zone peut être touchée parce que c'est une zone de repli. Ça veut dire les gens quittent une zone d'insécurité et se replient chez vous. Et plus ils viennent nombreux, les élèves déplacés internes, c'est la zone du nord, la zone de Ouaïguia, qui est la plus touchée. 1721 élèves déplacés internes dans cette région. Mais en termes de constat d'écoles fermées, de structures fermées, c'est la région de la boucle du monde qui est la plus touchée. Okay. Voilà, dans la zone du monde. Là, on dénombre d'élèves ayant été dépossédés de leur droit à l'éducation. C'est dans la région du Nord qu'on dénombre le plus. Déplacés internes, là, problème de documents, souvent même problème de distance parce qu'ils peuvent être à un lieu donné et l'école à laquelle ils peuvent aller s'inscrire, c'est un peu loin. Donc, face à toutes ces difficultés, il y a des élèves qui abandonnent. Vous l'avez dit,
à d'autres mécanismes pour continuer leur éducation? Il faut que nous puissions dire rapidement que l'effort de l'État, c'est vraiment colossal. Parce que pour tenir l'État dans ses obligations, l'école n'a pas été abandonnée. Et l'État met des ressources pour que la continuité éducative soit une réalité. Le secrétariat technique qui en a la ne déroge pas à cette règle. Mais nous sommes accompagnés par des partenaires techniques et financiers qui sont aussi sensibles à la situation du Burkina dans ce domaine-ci. Et donc, nous faisons en sorte que de moyens de galvanisation, il faut les soutenir. Voilà, donc d'abord, on commence par la production des documents. Il faut les soutenir là-bas. Et donc, il y a eu de la sensibilisation, comme je l'ai dit, facilitation LUE. Mais après, vous avez parlé de distance, par exemple. On a donc trouvé des partenaires qui soutiennent, n'est-ce pas, avec des vélos. Voilà, des vélos. Lorsque l'enfant dépasse 5 km de son lieu de logement à l'école où il doit aller, il faut permettre d'acquérir des vélos pour, n'est-ce pas, soutenir ces enfants-là. Il y a aussi des bourses d'études pour certaines, donc par la situation sécuritaire. Nous avons, bon, bien sûr, la formule du cash qui était d'envoyer aussi des liquidités à des couples de familles déclarées extrêmement vulnérables. Bon, quand bien même la politique du cash après a suscité beaucoup d'interrogations. Il y a les kits scolaires. Donc on acquiert des kits scolaires que nous pouvons leur donner. Il y a ce qu'on appelle, il y a des seaux, il y a des nattes, il y a des couvertures parce que vous parlez de déplacer. Il peut n'avoir rien pris du tout. Et donc il y a ces kits-là selon la situation que vit l'enfant. Il y a ce qu'on appelle les kits GHM, c'est la gestion des menstrues. Voilà, pour les filles. Vous comprenez que la fille, elle doit pouvoir avoir un kit qui lui permet de pouvoir supporter sa suite de vélo. Mais il y a des rations sèches, ça veut dire des vivres. Lorsque, bien sûr, la famille est déplacée, arrive dans un espace où elle n'avait pas réussi à transporter ses vivres de base, l'enfant a l'obligation d'aller à l'école, mais que faut-il manger pour pouvoir suivre les cours? Donc, il y a des vivres qui sont accordés. Pendant Covid, les cours à travers les médias étaient très accentués, mais que deviennent en fait cette politique d'éduquer à travers les médias? Oui, cette politique se poursuit. Il se poursuit, en ce sens qu'il y a une direction qui s'occupe des techniques. Et à l'instant même, cette direction a une séance de travail de validation d'un ensemble de manuels. On a des cours scénarisés, on a du matériel scolaire d'apprentissage à distance. Il y a de ces numériques-là qui vont permettre à même prendre plus d'ampleur. Parlez-nous maintenant du cluster éducation. C'est une nouvelle trouvaille aussi de votre secrétariat technique. Oui, pour le cluster, il faut dire que le cluster, avant cette initiative, les partenaires intervenaient chacun dans la province ou dans l'espace qui lui semblait le bien. Donc il y avait des difficultés de coordination et souvent même des doublons. Voilà, on se marchait sur les pieds. Donc le cluster éducation donné est de mieux gérer l'intervention des partenaires dans le système éducatif en matière d'urgence. Donc c'est subdivisé, le cluster est bien sûr dirigé par le secrétariat technique et voilà, on met un co-lead aussi, voilà, par les partenaires que leur soutien va exactement dans ce qu'ils veulent. Donc au niveau national, il y a un cluster national, il y a des clusters sous-nationaux, voilà, qui sont mis en place pour suivre, parce que les partenaires, donc il faut qu'on tienne compte, c'est l'ensemble, donc le sous-national là, c'est dans une. Et pour terminer, quelles sont les autres solutions que vous préconisez en général pour mieux gérer en tout cas l'éducation en situation d'urgence? Les autres solutions, de réinscrire l'enfant pour ne pas dire prétexter la situation sécuritaire et abandonner l'enfant à lui-même. Donc il y a d'abord cette stratégie de sensibilisation. Il y a la relecture et la reproduction, voire la diffusion de l'ensemble des curricula adaptés à des situations. L'obligation de poursuivre la construction, l'équipement et la dotation, n'est-ce pas, des infrastructures scolaires. Mais il faut réfléchir à quelle infrastructure il faut-il apporter à tel endroit et pour trouver quelle réponse. Il faut qu'ils aient encore un autre potentiel, voilà, à développer. Donc il y a les formations sur, par exemple, les programmes d'éducation en situation d'urgence. Et bien sûr, on peut parler de la poursuite de la
Mais une dernière stratégie est de déconcentrer les crédits budgétaires que nous avons à STESU vers les régions. À votre niveau, en termes de budget? Tout était concentré. Okay. Donc, et si à partir de cette année, il y a une politique de déconcentration pour être plus opérationnel et permettre à STESU de superviser et de coordonner. Voilà, donc il y a ça pour pouvoir les retrouver, pour être sûr que la continuité éducative serait une réalité. Il y a ce qu'on appelle le profilage des enfants. Donc nous avons pu faire 125 000 élèves qui étaient en voie d'abandon scolaire. Vous n'avez pas parlé aux enseignants, alors qu'entre-temps, on a dit qu'il y a des enseignants les écoles ont réouvert, et puis après, il y a des enseignants qui refusaient de repartir. Oui, il faut dire qu'avec les enseignants, nous avons donc, le ministre a donné instruction. Il faut que les enseignants accompagnent le gouvernement dans sa stratégie de reconquête du territoire. Sapsan, quelle serait sa contribution à l'effort de reconquête? Maintenant, pour qu'on y parvienne, il faut sensibiliser, redonner confiance et surtout compter avec les partenaires sociaux pour que la dynamique soit collective. Donc c'est ça qui est en train d'être fait. Et il y a les enseignants communautaires, comme je le disais, qui sont des volontaires qui veulent, n'est-ce pas, soutenir la question éducative. C'est nous qui sommes contents. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau Doumi Nabakouti de Wargaï. Il est le secrétaire technique à l'éducation en situation d'urgence STESU. Et à l'état civil, c'est M. Paulin Zombré. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause, le temps de retrouver d'autres invités. Ngam taaba kulum kalam la futa chaka jampo ohaka. C'est à toi, tu manges pas? Non. C'est la joie du bébé que tu viens d'avoir, hein, qui te coupe l'appétit. Non, papa. Quand je pense que dans le monde, ça ment trop. Le maire a promis, il a même promis un forage. D'autres écoles. Partout ça ment, même dans les familles. Les gens mentent trop. Ah bon? Quand même toi aussi. Est-ce que dans notre famille on ment? Papa, ma moto. Tu m'as promis une moto si je gagne le billet. Aussi. Maman, tu m'avais promis une tablette. Merfato elan kenda ya wamdro bamram tiru te bamram foda waro yelle La fibre là. Amwa nanya ilamya. Ambigum karamka. Ayure. Yasida, abe ka ambe 4e mois. A pas ma 5 de moyenne mais ngasa de redoubler. Yari ni wala mama wa. Akapam 5 de moyenne de. Ye balak bam karandu ko parbe. Asa fa lo da karandu to. Tunggu nanya ya, sungema. Yam sambo numpa sa ampa muya, kana liba piga. Tapama loka, kan loka. Kaka manu to. Kaya wana. Ka bi haratun lo korong rugatu. Rela pa ma piga 10 de moyenne. Yolo nan lore. Jeta yam kami mami. Okay. For Santa Guza kuma. Mam na gu kwa kahunenga. Yam sampa numam biga. Ta pan pigin loy. Mam da antar yan paso.
un tarpasco, là par exemple. Mutum ya directeur bi. A tɔgɔ so de. Wannan kana lafiya. Avec l'émission d'aujourd'hui, vous le savez, chaque vendredi, vous avez droit à votre chronique sécurité routière. Aujourd'hui, on va mieux connaître encore l'arrêt et le stationnement selon le code de la route. On y va pour Auto-École, notre partenaire de tous les vendredis. Il s'agit de monsieur Nema Palinfo, qui est donc formateur à Victoire Auto-École siège au niveau de Tampuy. Bonjour monsieur Palinfo. Oui, bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci bien. Alors monsieur Palinfo, on parle aujourd'hui de l'arrêt et le stationnement. Oui, alors qu'est-ce que l'arrêt et qu'est-ce que le stationnement? D'accord. Tout d'abord, je vais vous remercier pour m'avoir invité sur votre plateau. Voilà. Donc à Victoire, nous avons une politique interne qui consiste non seulement à former le candidat, mais surtout après la formation, maintenant s'assurer des modèles, et non seulement aussi de servir de modèle là, mais lui aussi pour sa propre sécurité. Voici pourquoi nous avons intégré dans notre programme de formation. Nous allons aborder un thème comme bien d'autres fois. Aujourd'hui, ça va porter sur l'arrêt et le stationnement. Alors, quand est-ce qu'on parle d'arrêt, quand est-ce qu'on parle de stationnement? D'accord. Lorsqu'un conducteur immobilise son véhicule, d'accord, que ce soit en bordure de la chaussée ou bien à un endroit bien précis, ou bien prendre des passagers à bord, ou bien décharger son véhicule, ou bien le charger, donc cela constitue un arrêt. Voilà. Dans ce cas de figure-là, dans le cas de l'arrêt, il est nécessaire que le conducteur soit dans le véhicule, donc au volant de son véhicule, ou bien à proximité, c'est-à-dire aux alentours du véhicule, ne pas être loin pour pouvoir déplacer le véhicule là en cas de nécessité. D'accord, c'est ça l'arrêt. Maintenant, pour le stationnement, lorsqu'il a immobilisé le véhicule pour autre motif que ce qui est déjà mentionné dans le cas de l'arrêt, d'accord, donc on parle de stationnement. Dans ce cas, le conducteur a bien garé le véhicule, coupé le... En tant qu'expert, en tant que formateur, alors, et technicien du code de la route, dites-nous... Donc la différence réside surtout en la présence ou en l'absence du conducteur, là, donc au lieu de l'immobilisation du véhicule. Donc dans le cas de l'arrêt, il est nécessaire que le conducteur soit dans le véhicule ou bien à proximité, ne pas être loin pour pouvoir déplacer le véhicule en cas de nécessité. Mais dans le cas du stationnement, il est carrément parti. Voilà, mais beaucoup pensent là-bas que c'est un arrêt, ça ne dure pas, et l'autre dit que si c'est un stationnement, ça prend plus de temps. Non, il y a des cas où des cas d'arrêt qui peuvent prendre beaucoup plus de temps que le stationnement. D'accord. Vous voyez, par exemple, si vous allez à Sankariare, il y a tellement de remorques là-bas, ça peut prendre des heures et des heures. Toujours proche du véhicule, là, cela constitue un arrêt, quel que soit. Alors, comment savoir maintenant qu'il est interdit de s'arrêter ou de stationner à un endroit de la route? Nous appelons la signalisation. D'accord. Il y a les panneaux qu'on utilise pour... On a un panneau au tableau, enfin à l'écran. Voilà, donc le panneau que vous voyez, d'accord, bordure rouge, forme circulaire et puis barré d'un trait rouge au stationnement, mais l'arrêt est toléré. D'accord. Il y a celui-là, d'accord. Donc pratiquement le même panneau, mais il est barré donc de deux fois croisé. D'accord. Il interdit les deux. L'arrêt et le stationnement sont interdits à hauteur du panneau, à partir du panneau, en poursuivant jusqu'à, en principe, à l'intersection prochaine. D'accord. Alors, on avance. On avance après avec, les panneaux, il y a les lits aussi, d'accord. Vous voyez les tracés à droite là, d'accord. Elles interdisent le stationnement, mais l'arrêt est toléré en principe, sauf des cas d'exception, d'accord. On va avoir encore une ligne continue. Bon, là aussi, c'est un emplacement qui est réservé pour les camions qui font de la livraison, d'accord. On avance encore, surtout la ligne continue. On va continuer pour voir les autres images. Voilà, ça par exemple, lorsque la ligne est tracée zigzaguée comme ça, de couleur jaune sur le goudron, sur la chaussée, donc elles disent que l'emplacement est réservé pour les arrêts des autobus en agglomération, d'accord. Donc elles interdisent l'arrêt et le stationnement, d'accord. On passe encore à la réalité du pays. Souvent, on finit les travaux et tout. Bon, le temps même qu'on réceptionne la route, la peinture est déjà partie. Mais en général, bon, ça là, c'est accompagné aussi l'air là à fond bleu avec le bus dessiné à l'intérieur. Donc on plante le panneau au bord de la chaussée pour dire c'est un arrêt. Voilà, c'est celui-là. D'accord, il joue le même rôle que... Vous sortez tout de suite quand même.
vous arrêtez à hauteur de ce panneau. Il y a une dernière ligne là, une dernière ligne jaune continue. On va aller avec... Non, il y a une... On y va, on va en fait faufiler les images. D'accord, pour voir, il y a une là, une ligne carrément jaune tracée, continue qui longe le trottoir. Lorsque c'est comme ça, le trottoir est le long du... Voilà, cette ligne-là, donc elle interdit l'arrêt et le stationnement. Et sur le trottoir et le long du trottoir. Ok. Merci pour la précision. En tout cas, vous avez plusieurs cas en fait, lors desquels vous ne pouvez pas oui. Du code de la route. En ce qui concerne l'arrêt et le stationnement. On est exposé à quoi? Donc, on va des sanctions minimes telles que le paiement de contravention du véhicule. Donc, on parlera de mise en fourrière, là, que la sanction est extrême. Si vous avez garé, par exemple, le véhicule là, au bord de la route, que vous l'abandonnez là-bas, les jours successifs, sans le déplacer, excéder 7 jours, d'accord, vous êtes en stationnement abusif, viennent le récupérer contre paiement de contravention. Bien sûr. Voilà. On termine par votre mot de fin. Bon, le mot de fin, voilà, c'est pour exhorter tous ceux qui n'ont pas encore le permis de conduire actuellement. Nous avons remarqué que beaucoup, alors grâce au Victoire du Mosque École est là pour vous accompagner dans ce sens. D'accord? On a une agence dans le quartier du côté de l'hôtel Silmandé, là, le quartier c'est Somgandé. Quand vous quittez Yalgado. Somgandé, Tampuy. Oui, Somgandé, Tampuy, Kilouin et puis Cambouense. Ok. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, on passe le bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les agences de Victoire Auto École. D'accord. Bon, au besoin, je peux communiquer un numéro où on peut nous joindre, le 70 65 15 70. Ou au besoin, rendez-vous dans certaines de nos agences là. On va venir. Je viens d'être passé. On va accorder quelques minutes à Honoré Onadia pour les rendez-vous du week-end. Nous débutons les rendez-vous du week-end avec Honoré Onadia qui est bien installé sur ce plateau. Bonjour Honoré. Bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Encore possible. Tout à fait, hein, une pièce théâtrale voilà, qui est présentée aux mélomanes, ces mélomanes burkinabés, mais également toutes ces personnes-là qui sont fans du théâtre, avec le CITO qui reprend ses activités. Elle va continuer son bonhomme de chemin aujourd'hui et ce jusqu'au 20. Alors pour donner la possibilité à ceux-là qui n'ont pas encore suivi cette pièce théâtrale là, qui est mise en scène par Augustin Palinfo, voilà, nous allons vous demander d'effectuer le déplacement tous les jours à partir de 20h du côté du CITO. Pour ceux-là qui ne connaissent pas le CITO, c'est face à la porte numéro 2 voilà, du stade municipal par Augustin Palinfo. Alors nous allons vous demander de débourser une somme de 1000 francs. 1000 francs CFA, voilà, pour nous aider, voilà, pouvoir éponger nos différentes dépenses, mais également pouvoir donner un coup de pouce à l'ensemble de toutes ces personnes-là qui ont envie d'être encore possible. Ben, nous vous attendons pour la vivre pleinement. Et nous passons au cinéma. Pour le cinéma, ben, déjà du côté du ciné Nerwaya, c'est le film de Adama Nikema dit Demzi, nommé du 15 jusqu'au 21, aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, pour un prix d'entrée de 2000 francs et 2500 francs. Et du côté du ciné Burkina, ben, nous rebellotons avec un nouveau film intitulé Œil pour œil, dent pour dent. Alors c'est ce film-là voilà, qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, ce jusqu'au 21, pour permettre à nombreux cinéphiles, en tout cas qui ne l'ont pas encore découvert, de le découvrir. Alors le mot de passe là-bas aussi, c'est 2000 et 2500 francs. Savane Média en général. D'accord. Pour le programme de Savane Média, déjà à partir de 11h, vous avez rendez-vous avec votre émission Cadeau du jour. Cadeau du jour qui, ces 2 jours, se déporte du côté de la Côte d'Ivoire pour vous permettre de vivre des instants de bonheur avec le village Cannes à Kwaba. Mais également, nous vous permettons de participer à cette émission et de nous donner la réponse à la question qui sera posée. En seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour participer à l'émission. Demain, sur l'ensemble du média, à partir de 8h, c'est sur l'ensemble du média. C'est 7 jours dans la savane. 7 jours dans la savane, voilà, qui va faire la rétrospective des actualités de la semaine, mais également qui vous permettra aussi de discuter sur un sujet donné. Alors, nous repartons pour cette fois-ci, cette émission Retro Sonré, qui fait la rétrospective de toutes les informations passées dans votre émission matinale Sonré, côté de la télé et à partir de 6h du côté de la radio. Et pour clôturer, nous vous offrons la compilation des différentes pensées et du proverbe voilà, que nous donne le PDG chaque matin. Et cela, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h sur votre télé. Voilà.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour les rendez-vous de week-end. Merci à toi. Vendredi Merci. prochain. À la réalisation, c'est nous, Fobon Congo, c'est Michael Yamego. À la production, c'est Laura, Nathalie au maquillage. Et on dit merci à tous les techniciens. Merci surtout à la rédaction. Allez retrouver l'équipe de Boaké pour une émission spéciale. Ils sont à Boaké pour la Cannes. Donc, ne zappez surtout pas. Restez avec nous. Nous, on se retrouve lundi. Allez, cuisse.